C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canal M. Montréal pourra-t-elle remplir ses engagements et éradiquer la transmission du VIH sur son territoire d'ici 2030, alors que le secteur communautaire quitte l'initiative Montréal sans sida? Fin du service de nuit d'Interligne au 31 mars. Le gouvernement de François Legault répondra-t-il à l'appel? Un grand pas vers la création d'un nouveau centre communautaire dans le village à Montréal avec l'achat imminent d'un édifice. Et faut-il craindre la prolifération des lois dont c'est gay aux États-Unis? Et enfin, la carrière fulgurante de Barbada. À l'heure où l'arc-en-ciel se lève, le bonheur est fulgurant. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Que se passe-t-il avec Montréal sans sida? La table des organismes montréalais de lutte contre le sida, la TOMS, se retire de l'initiative Montréal sans sida qui vise la fin de la transmission du VIH d'ici 2030. La TOMS représente 31 organismes communautaires VIH à Montréal et était, jusqu'à la semaine dernière, l'une des 3 coprésidences de l'initiative Montréal sans sida. La présidence de la TOMS est assurée par Sandra Wesley et Sandra, donc, était, jusqu'à la semaine dernière, une des 3 coprésidences de Montréal sans sida. Sandra est également la directrice générale de l'organisme Stella, l'Amie de Mamie, qui soutient les personnes travailleuses du sexe. Bienvenue, Sandra, à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci, bonjour. Alors, Sandra, je vérifie toujours, on utilise toujours les pronoms et les accords féminins avec toi? Oui, absolument. Alors, qu'est-ce qui ne va pas à Montréal sans sida? Tout. Montréal sans sida, c'est un projet donc à l'international, ça s'appelle les Fast Track Cities ou les villes sans sida. Et c'était une initiative d'ONU-SIDA et de Anne Hidalgo, maire de Paris. Et l'idée, c'était de mobiliser les maires des villes dans la lutte contre le VIH, de se dire, mais on a des initiatives fédérales, des initiatives provinciales, communautaires, mais un acteur manquant, c'est les villes où la majorité des personnes vivant avec le VIH se situent. Et donc, l'idée, c'était que la mairesse de Montréal devienne une des leaders du mouvement VIH, mette des actions en place selon les limites du pouvoir municipal, qui est différent dans chaque pays, dans chaque ville. Et puis, donc, depuis 2017, Montréal est membre de ce projet-là. Il y a un plan d'action qui a été déposé et entériné par la mairesse en 2018. Et puis, depuis, on voit un désengagement graduel et absolument aucune réponse de la part du bureau de la mairesse depuis un moment. Et donc, les membres de la TOMS ont décidé que ça suffit et que c'était le temps de se retirer de ce projet-là. Pour être transparent avec tout le monde, j'ai été invité à être sur le comité consultatif pendant quelques années, ce que j'ai fait en tant que personne vivant avec le VIH. Mais disons que je ne suis plus là depuis tellement longtemps, j'en ai perdu des bouts moi aussi. Alors, donne-nous donc des exemples, Sandra, de ce qui va pas avec Montréal sans sida. Donc, le plan d'action a 4 grands volets. Le premier, c'était vraiment au niveau de l'éducation populaire, de la communication. Le deuxième, au niveau de tout ce qui touche à la criminalisation, la juridisation. Ça va bien, hein? Le harcèlement par la police des communautés qui sont touchées par le VIH. Le troisième était sur la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH et finalement le quatrième sur les services aux personnes vivant avec le VIH. Donc, on avait vraiment fait un travail superbe de consultation de plein de personnes de la communauté. On a au moins une centaine de personnes, des personnes vivant avec le VIH, des personnes des communautés touchées, mais aussi tous les chercheurs, les cliniciens, toutes les personnes qui sont intéressées par ce sujet-là avaient préparé un plan d'action vraiment super. Et donc, on s'attendait par la suite à ce que la ville le mette en action à travers des ressources et également à travers l'utilisation de leurs pouvoirs municipaux. Et ce qu'on a vu, c'est que la ville, au départ, a été très efficace pour nous aider à faire une campagne de communication publique. Oui, on se rappelle, la campagne qu'on voyait dans le métro, le pire avec le VIH, souvent, c'est la sérophobie, c'est la stigmatisation. C'est quand même très efficace. Oui, absolument. Mais ça n'a pas duré parce qu'il y a eu une pandémie, mais ça, on va y revenir, oui. Oui, tout à fait. Mais une des choses que la communauté nous avait exprimées très clairement au début, c'était il faut absolument que ce projet-là
ne soit pas seulement une campagne de marketing, mais qu'il y a des choses plus profondes qui suivent. Et donc, nous, on a continué à pousser pour que la Ville mette les comités qu'ils avaient dit qu'ils allaient mettre en place. Il y a un des gros éléments qui est l'axe 2 qui touche vraiment là, uniquement aux pouvoirs municipaux, qui est de trouver des façons de réduire la criminalisation des communautés. Donc, de donner des instructions au SPVM, de cesser d'harceler les personnes, de cesser d'appliquer les lois criminelles, tant pour les personnes utilisatrices de drogue, les personnes en situation d'itinérance, les personnes travailleuses du sexe, donc les communautés touchées qui sont en partie mises à risque du VIH à cause de la criminalisation. Et ça s'est jamais fait. On va donner un exemple avant d'aller aux autres, parce que je pense que pour être très clair, parlons des gens utilisatrices, des personnes utilisatrices de drogue par injection. Qu'est-ce que devrait faire la police ou devrait pas faire la police, en fait? En fait, la police devrait ne pas appliquer les lois qui criminalisent les personnes utilisatrices de drogue. Et c'est ce qu'on voit à Vancouver, notamment, où la Ville a fait une demande d'exemption pour ne pas avoir appliqué les lois sur la possession simple. On voit d'autres initiatives aussi à Toronto et ailleurs. C'est la Ville de Montréal, donc c'est le bureau de la mairesse qui choisit le chef de police et qui donne les orientations au SPVM, mais aussi qui octroie le financement au SPVM. Donc, la Ville a beaucoup de pouvoir sur quelles lois sont priorisées, quelles lois ne sont pas priorisées. On sait que ce n'est pas tout appliqué également. Donc, si Montréal lançait un message pour dire, nous, à Montréal, les personnes qui utilisent des drogues sont importantes. On veut qu'elles soient en sécurité, qu'elles soient en santé. On ne veut pas les criminaliser. Eh bien, la police pourrait suivre ces instructions-là. Et ce qu'on verrait, c'est non seulement une réduction du VIH et des autres ITSS, notamment l'hépatite C, qui est un enjeu sérieux dans cette communauté-là, mais aussi une réduction des surdoses. On est en pleine crise de surdose où on a des centaines de personnes qui meurent. Et puis, on pourrait sauver tellement de vies. Mais la Ville s'est contentée de faire une résolution au conseil municipal au début 2021, mais n'a pas fait de demande d'exemption, n'a rien fait de plus pour mettre ces choses-là en œuvre. Et pourtant, on avait un plan très, très bien ficelé avec un comité qu'on voulait créer avec le SPVM, avec les gens de la Ville pour explorer ensemble l'étendue des pouvoirs. Le communautaire était prêt à participer, même à collaborer avec la police. C'est quelque chose qu'on ne fait pas normalement, mais on était prêt à se mettre autour de la table avec les policiers pour trouver des solutions. Puis la Ville n'a jamais fait sa partie du travail. J'aimerais juste donner un exemple très concret pour que les personnes qui nous écoutent comprennent de quoi on parle. Par exemple, une des choses qui se produit, il y a des personnes qui utilisent des drogues par injection aux abords de certaines stations de métro qu'on nomme pas, là, mais qui existent à Montréal, et la police intervient et elle leur retire souvent leur matériel stérile. Oui, absolument. Ça, c'est un enjeu presque universel dans les quartiers centraux de la Ville en particulier, où une personne, surtout si elle est visible dans l'espace public, si elle a l'air d'une personne utilisatrice de drogue, si elle est autochtone, où son matériel d'injection, d'inhalation va être confisqué, va être brisé, va être jeté par terre. Et donc, évidemment, ça va forcer les gens à partager des seringues, à utiliser des seringues qui sont souillées. Et puis, évidemment, c'est une des causes là, des infections, puis aussi de surdose et de toutes sortes d'autres enjeux de santé aussi, là, comme des infections, des abcès, des choses comme ça. Donc, vous êtes vraiment, je vais prendre une bonne expression québécoise, vous êtes tanné, ça ne va pas assez vite, vous vous retirez. Oui, absolument. Donc, on s'est rendu à l'évidence que c'était inévitable. Il y a plus d'1 an, on avait demandé à la Ville, on avait donné un ultimatum, en fait, qui était tout simple. On ne demandait pas la Lune, on demandait de signer les nouveaux objectifs d'ONU-SIDA, qui sont maintenant des objectifs pour 2025, qui détaillent un peu plus qu'est-ce qui doit être fait, et les nouvelles déclarations de Paris et maintenant de Séville, qui sont la base des projets des villes sans sida, que tous les autres maires dans toutes les autres villes ont signé sans problème. Et la Ville ne les a pas signés, nous a fait miroiter qu'elle allait les signer bientôt. Ça n'a pas été fait. Et puis, en janvier, on a eu les échos de la Ville qu'en fait, il fallait arrêter de demander et que ça n'allait pas être signé. Donc, si on ne suit pas les déclarations, si on n'adhère pas aux objectifs de base de la lutte contre le VIH, on ne peut pas donner à Valérie Plante le luxe de se présenter comme une mairesse d'une ville sans sida. Alors, nous avons demandé à Mme Plante de nous accorder une entrevue, ce qu'elle a refusé. Ce n'est pas la première fois qu'on lui demande puis qu'elle refuse, mais ça, c'est une autre histoire. Dommage. Mais elle nous a envoyé un courriel. Alors, je vais citer, puis je vais te demander de réagir. Alors, elle dit, et je cite, que Montréal est la première ville canadienne à avoir signé l'accord de Paris en 2017 pour s'engager dans la lutte pour éradiquer l'épidémie du VIH-Sida dans le monde d'ici 2030. Nous avons toujours eu à cœur cette initiative et c'est certain qu'on demeure engagé envers cet objectif. Nous sommes évidemment déçus d'apprendre cette nouvelle, sachant que la Ville et la DRSP, la Direction régionale de santé publique, ont rencontré la TOMS pour échanger sur les conditions de réussite de la démarche à la fin janvier.
Nous sommes donc surpris du retrait de la TOMS à l'initiative, ce qui est dommage considérant les importants efforts de concertation et de collaboration faits par la DRSP et la Ville dans les derniers mois autour de l'initiative de Montréal. Une chose certaine, la lutte contre le VIH-Sida demeure une priorité pour la Ville de Montréal et nous sommes déterminés à poursuivre nos actions en collaboration avec la DRSP afin de prévenir la stigmatisation des plus vulnérables, en plus de contribuer à l'éradication du VIH dans notre métropole. Réaction? Ben, on voit que c'est clair qu'ils ne nous écoutent pas. On a en effet eu une rencontre en janvier qui s'est très, très mal passée, qui était très malaisante pour tout le monde qui était là. Et donc, on a envoyé des lettres. On a envoyé une lettre le 31 janvier, d'ailleurs, qui expliquait très clairement qu'est-ce qui allait se passer, pourquoi on allait se retirer. Puis nous, on n'a pas eu de réponse à cette lettre-là encore jusqu'à maintenant. Pas eu de réponse encore à notre retrait cette semaine. Depuis de nombreuses années, on n'a même pas une personne contact au bureau de la mairesse. C'est seulement le service de la diversité qui interagit avec nous, qui n'est pas du côté politique de la ville, mais qui est du côté administratif. Donc, il n'y a pas de pouvoir politique, ce qui est essentiel dans ce projet-là. Donc, c'est dommage de voir que c'est une réponse aussi générique. Donc, c'est sûr que si la ville prétend avoir encore un intérêt dans le dossier du VIH, nous, on ne ferme pas la porte à continuer de collaborer, évidemment. Donc, ce n'est pas définitif. Si la ville revient vous voir et dit « Écoute, on s'est rendu compte qu'on n'a pas bien fait les choses, on veut recommencer », vous êtes ouvert à la TOMS à retourner? Ben, on est ouvert à les entendre et à voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Je pense que la prochaine fois, on ne sera pas aussi facile d'entrer dans un projet. On va avoir besoin de voir vraiment des choses sérieuses et concrètes. Mais c'est sûr que même à l'extérieur du projet Montréal sans sida, tout intérêt que la mairesse ou tout autre élu peut avoir sur le dossier, eh bien, nous, on va continuer. C'est notre mandat à la TOMS, en fait, de défendre les personnes vivant avec le VIH, de défendre les communautés. Et donc, malheureusement, on ne peut jamais fermer la porte à tout palier de gouvernement. On va continuer. Et puis, le retrait du projet, c'est pas une fermeture à la lutte contre le VIH. Au contraire, c'est de se dire, nous, on est redevable aux personnes de la communauté. Et ça fait des années qu'on a l'impression de tourner en rond, qu'on perd notre temps. Et de se retirer de ce projet-là, ça veut dire qu'on peut mettre les énergies, de se mobiliser autrement, de repenser un nouveau projet qui pourrait mieux répondre à nos besoins en ce moment. En une minute, est-ce que Montréal peut arriver à atteindre ces objectifs-là sans le support ou l'appui des groupes communautaires? Ah non, les personnes, rien pour nous sans nous. Hein, c'est la base. Le milieu VIH, je pense que c'est un endroit où c'est tellement clair que les personnes premières concernées doivent être au centre. Et donc, c'est nous qui allons continuer cette lutte-là. Donc, c'est la ville qui quitte peut-être notre lutte, mais notre lutte, elle nous appartient, puis elle continue. Sandra Wesley, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Sandra Wesley, qui est présidente de la TOMS, la table des organismes communautaires de lutte contre le sida. En bref. Hausse importante des violences contre les personnes LGBTQIA+, en Europe et en Asie centrale. C'est ce qui ressort du rapport annuel de l'organisme ILGA Europe. Les incidents de violence augmentent et l'intensité de cette violence est également en hausse. Rappelons ainsi l'attaque homophobe contre un bar gay à Oslo et celle contre un autre bar à Bratislava en Slovaquie, fréquenté par la communauté LGBTQIA+. Les agressions physiques ou verbales anti-LGBTQIA+, sont en hausse aussi dans plusieurs pays, dont l'Allemagne, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, la Russie et l'Ukraine. Notons enfin que les condamnations pour les auteurs de ces crimes sont plus nombreuses. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. On a parlé la semaine dernière du départ du magasin Archambault du village et de son impact que cela a sur l'économie, sur la vie du village. Mais il faut dire que le village a besoin d'amour depuis pas mal longtemps. Puis c'est intéressant cette semaine parce qu'il y a un projet qui pourrait vraiment amener beaucoup d'amour dans le village, qui en a besoin. C'est le projet d'espace LGBTQ+. Pour en parler, parce que c'est important de vous dire qu'est-ce que c'est cet espace-là, je reçois le président du conseil d'administration d'Espace LGBTQ+, Nelson de Souza. Bonjour Nelson. Bonjour Denis. Bienvenue à l'émission L'heure où l'arc-en-ciel se lève. Dis-moi, Nelson, on doit utiliser quel prénom et quel accord avec toi? Il, lui, s'il te plaît. Bon, commençons par le début parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est. Bien qu'on en parle, mais ils ne savent peut-être pas ce que c'est. Espace LGBTQ+, qu'est-ce que c'est?
En fait, Espace, c'est un regroupement d'environ une dizaine d'organismes communautaires qui se sont mis ensemble en 2019 à peu près, à ma connaissance, moi j'étais pas là, pour justement contrer le manque d'espace pour les organismes communautaires et aussi s'assurer une pérennité dans le village à un prix modique. Donc, l'idée initiale, c'était vraiment de bâtir quelque chose, penser à quelque chose, avant d'avoir un espace pour tous ces groupes-là. Évidemment, comme tout le monde le sait, pandémie oblige, 2020, il était un peu plus tranquille avec tout ce projet-là. Et en 2021, le premier AGA et le premier CA qui a été élu, dont j'en fais partie, avec 6 autres membres qui sont là depuis le début. Donc, nous, on est vraiment rentrés dans ce projet-là pour faire avancer ça au prochain niveau. Donc, on a rassemblé encore plus de membres de la communauté. Donc, idéalement, on veut tous aller les chercher. En date d'aujourd'hui, on est rendu à proche de 50 groupes communautaires de la communauté qui font partie de Espace LGBTQ+. Et le but, c'est vraiment de... Vas-y. Oui, on pense donc peut-être, je pense en termes physiques, on voudrait probablement construire ou établir un édifice, un centre communautaire, quoi. Exact, ça c'est l'idée dans le fond. Fait que l'idée, c'est d'avoir un espace physique, un centre communautaire pour héberger ces organismes-là, que ce soit à un niveau administratif et surtout avoir des espaces d'offre de services à la population, à la communauté et de consultation. Donc, évidemment, rendu à 50, on ne parle pas juste d'un édifice, mais on commence avec un édifice en date d'aujourd'hui. Fait que c'est ça l'idée derrière Espace. Et puis tu as quand même dit quelque chose d'important, là, tu sais, des espaces abordables, parce qu'il faut le dire, là, les édifices à Montréal, c'est pas donné, les loyers sont dispendieux, donc on serait capable de loger des gens, des organismes, je veux dire, à un prix plus abordable, là. Tout à fait. Donc, le but, c'est vraiment d'acheter un édifice, étant donné que nous, c'est un organisme sans but lucratif, on n'est pas là pour faire de l'argent. Donc, offrir les locaux à un prix modique ne faisant pas de profit sur cet édifice-là, mais aussi en allant chercher des subventions, faisant des levées de fonds, toute façon de baisser les coûts d'opération de cet édifice-là pour rendre les locaux à plus bas prix possible pour nos membres. Et puis, si j'ai bien compris, cette semaine, vous avez trouvé un endroit, vous êtes dans les dernières négociations. Qu'est-ce qu'on peut dire jusqu'à maintenant sur ce projet qui est là, qui est à court terme, là? Donc, on a un endroit qui est confirmé, offre d'achat acceptée, mais non finalisé et signé. Donc, on peut le mentionner, mais il ne faut pas prendre pour acquis que l'édifice nous appartient déjà. Donc, si on va par l'adresse, c'est le 929 rue Sainte-Catherine-Est, qui est juste au coin de Saint-Timothée. Donc, une rue à l'ouest de Tatéken. C'est l'édifice qu'on regarde pour acheter dans les prochains mois. C'est une bonne nouvelle, là, parce que le village a vraiment besoin qu'on lui redonne un peu de vie. Puis je pense que votre projet, non seulement il va être utile, mais vous voulez un beau projet. Ça, c'est important. Tout à fait. Donc, un projet qui s'intègre très, très bien dans le quartier, qui est ouvert à la communauté avec toute l'esthétique que les gens veulent voir. Surtout, comme tu dis très bien, je peux tutoyer, là, mais comme tu dis très bien, la rue a besoin d'amour, justement, on en parle. Puis surtout, certains de ces tronçons-là où l'édifice, on pense abriter. Donc, on veut comme implémenter un édifice qui va être beau, qui va bien, se présenter à la communauté et refléter nos couleurs. Nelson, je suis tellement content d'entendre ça parce qu'il faut dire là, qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles sur notre village. Alors, déjà que ça, c'est une bonne chose. Mais Espace LGBT, ça va aussi au-delà d'un espace physique. Vous voulez aussi donner aux gens peut-être un point de chute, des accès. Quelqu'un peut venir travailler peut-être en espèce de coworking. Hein. C'est pas vraiment... c'est vraiment plus large qu'un espace où on va avoir des loyers là, à tous les mois à payer. Il y a des gens qui vont peut-être être là pour quelques jours, semaines, là. Exact. Donc, dans le fond, oui, on va abriter les organismes communautaires, comme je mentionnais, mais il va y avoir un espace à un étage pour plus des espaces de travail coworking et aussi, on est en train de regarder et de discuter, mais une salle multifonctionnelle qui pourrait avoir des événements plus culturels. On parle de fierté littéraire, on parle de danse, on parle de art, conférences, tout. Donc, une salle vraiment qu'on pourrait offrir à la population et à la communauté. On se rend compte que dans le village, justement, il n'y a pas beaucoup d'espace ou aucun espace de rassemblement. Donc, on va essayer de miser là-dessus pour offrir ça à la communauté. Ben, Nelson de Souza, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission L'heure où l'arc-en-ciel se lève. Et oui, mon autre chapeau en tant que directeur général de Fierté littéraire, c'est clair que nous aussi, on cherche l'espace. Hein. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous. Un plaisir. À bientôt.
Et oui, on en a parlé souvent à notre émission, en fait, notre balado aussi. Interligne ne répondra plus aux appels de nuit à compter du 31 mars, faute de financement. Interligne, c'est un organisme de soutien pour les personnes des communautés du LGBTQIA+, partout au Québec, notamment par le biais d'une ligne téléphonique. Or, le financement du service de nuit n'est plus là. Pascal Vaillancourt est directeur général d'Interligne. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Bonjour. Alors, je réitère toujours cette demande-là. On utilise toujours les pronoms masculins et accord masculin. C'est bon? Oui. Alors, ça fait 6 mois que vous appelez le gouvernement de François Legault, puis il répond pas? Il répond pas ou il répond des choses très nébuleuses. Là. On avait réussi à rencontrer un conseiller politique le 18 novembre dernier, après les élections, quand ils ont recommencé à siéger. Mais finalement, on n'avait plus de retour. Puis en janvier, on a eu une réponse comme quoi, si on avait des demandes de rehaussement, il fallait s'adresser aux fonctionnaires à travers le programme PESOC. Là. C'est le programme de soutien aux organismes communautaires qui relève du ministère de la Santé. Exactement, c'est ça. Alors, donc, il n'a pas retourné vos appels. Je vais arrêter de faire des blagues, là, mais il ne s'est pas rien passé plus que ça depuis septembre. Rien de plus que ça. On est dans l'attente. C'est pas du ghosting, mais pas loin. Là. Donc, comment vous avez fait depuis ce temps-là? Je sais que vous aviez une campagne, vous réussissez à vous financer, donc jusqu'au 31 mars, je comprends bien. La première campagne qu'on a faite cet automne a eu vraiment un bel impact au niveau du soutien. Les personnes nous ont vraiment accompagnés, ont témoigné, ont donné des sous à la hauteur des moyens qu'ils pouvaient le faire. Mais ça a fait en sorte que nous, ça nous a mobilisés. Puis on s'est dit, on devait fermer au mois de novembre au départ. Puis on s'est dit, vu le soutien de la population, essayons de faire les quelques mois suivants pour au moins se rendre au 31 mars et essayer de relancer le gouvernement Legault. Donc là, on est là. On est à l'étape, on a mobilisé les gens, mais on a eu des dons d'entreprise, des petits dons, des moyens dons. Mais ça fait en sorte que là, on a au moins assuré jusqu'au 31 mars. Mais nous, ce qui nous inquiète, c'est l'avenir du service. Mais des dons comme ça, c'est pas très structurant non plus. On l'apprécie, je comprends ça, mais c'est pas structurant au bout du compte. On vit d'un don à l'autre, là. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on s'adresse au gouvernement Legault. Le gouvernement Legault, c'est le gouvernement qui offre du financement à la mission à travers le programme PESOC, que je disais, programme de soutien aux organismes communautaires ou d'autres enveloppes pour d'autres organismes communautaires. Mais c'est eux qui peuvent faire la différence. On demande en fait à M. Legault de faire preuve d'autant de leadership qu'il a pour sa vision économique du Québec. En fait, on lui demande de faire preuve de leadership pour sa vision humaine des minorités aussi qui vivent au Québec et qui paient des impôts au Québec. Et ça vous prendrait combien? Nous, ce qu'on demande, c'est 300 000 Un 300 000 pour sauver le service de nuit puis améliorer un peu les conditions de travail de nos gens parce que c'est l'organisme qui est fragile à l'heure actuelle dans le contexte économique. Et je réitère que les groupes LGBTQ du Québec sont moins financés que l'ensemble du reste de l'écosystème communautaire. Dernièrement, il y a eu des questions en chambre au gouvernement Legault justement sur la question « Avez-vous l'intention d'aider Interligne? » Les réponses sont toujours nébuleuses. On est en train de réfléchir, etc. Mais on expliquait aussi que l'organisme était gourmand, que l'organisme demandait le double de son budget annuel, ce qui n'est pas le cas du tout. On demande 300 000 qui est effectivement le double de notre subvention du PESOC, mais on va chercher des sous de d'autres façons dans l'organisme. On fait des levées de fonds, un aspect philanthropique. Le levée de fonds, on demande des dons aux gens. On a également du financement par projet. C'est d'ailleurs ce qui ébranle beaucoup nos organismes à l'heure actuelle, parce que c'est souvent là juste pour une année. Après, au bout d'une année, on perd ce financement-là. Mais ce qu'on demande en ce moment au gouvernement Legault, c'est de faire preuve de leadership puis de changer la donne que d'autres gouvernements avant n'ont pas changé et d'octroyer ces fonds-là pour arrêter de faire en sorte que nos organismes LGBTQ+, du moins Interligne dans le cas qui nous concerne, ne soient pas ébranlés annuellement pour maintenir des services qui sont essentiels aux communautés LGBTQ+. Et vous avez donc, en fait, avant d'aller là, les conséquences. Les conséquences, c'est qu'il n'y a plus de service de nuit et le service de nuit est important, là. Le service de nuit est très important. Les conséquences, en fait, c'est 10 000 recours seulement la nuit qu'on a environ dans le service de nuit. Ce sont des recours beaucoup plus intenses souvent que le jour. Donc, on parle d'appels avec beaucoup d'anxiété, de détresse, des appels avec des idéations suicidaires, de l'automutilation. Ce sont des gens aussi qui décident de nous appeler parfois la nuit parce que la nuit, c'est un corps où les autres gens autour d'eux dorment. Donc, qui ont une certaine confidentialité en nous appelant la nuit. Oui. Interligne aussi a des moyens électroniques pour joindre l'organisme, en fait, et ça, c'est des moyens que d'autres n'ont pas. Exemple, le 811. Le gouvernement Legault, en ce moment, se targue de répondre que si Interligne disparaît, le 811 va répondre. Premièrement, le 811 ne répond pas avec tous les moyens d'Interligne. Deuxièmement, ce ne sont pas des gens qui sont éduqués nécessairement largement sur nos enjeux de communauté.
donc qui peuvent faire vivre des micro-agressions aux personnes LGBTQ+, qui les appellent pour demander de l'aide. Donc, on demande au gouvernement Legault de faire preuve d'un peu de bon sens, en fait, dans cette situation-là, parce que c'est pas vrai que le 811 va remplacer Interligne. Je dis pas que le 811 n'a pas sa valeur, mais clairement qu'il n'offre pas le même soutien qu'Interligne offre. Vous avez une campagne présentement? Oui, on a une campagne qui vise justement à réveiller le premier ministre. En fait, ce qu'on demande aux gens, c'est à la population du Québec en général, qu'ils soient concernés de près ou de loin sur les enjeux LGBTQ+, parce qu'ils ont un proche, parce qu'ils s'identifient à ces communautés-là également. En fait, on les invite à appeler un numéro de téléphone que je pourrais donner. Je peux vous le donner. Oui. Je le cherchais pendant que... Continue, je vais le donner. C'est 1-888-651-0250. Je répète, 1-888-651-0250. Et ce numéro-là, ça appelle qui, ça? Ça appelle sur une boîte vocale pour un message qui sera directement transféré au premier ministre François Legault. Puis ça vise à lui faire comprendre, en fait, que le Québec veut garder sa ligne de soutien de nuit chez Interligne. Donc, on invite les gens à manifester le pourquoi c'est important pour eux, ou pour elles, ou pour elles, de maintenir, en fait, ce service-là. Donc, que ça soit personnel ou pour leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs. Bref, de manifester pourquoi c'est important de garder le service. Et les messages seront transférés à M. Legault pendant une période de 4 à 5 semaines. En ce moment, il y a une campagne d'affichage partout au Québec à l'heure actuelle qui, vous pouvez le voir sur les bords d'autoroute. Il y a des panneaux lumineux qui parlent de la campagne. Et c'est une campagne que, je tiens à le dire, qui a été toute pro bono. On n'a pas payé un sou Interligne pour l'avoir. C'est seulement la solidarité des agences de communication qui nous permet de la faire. Wow, c'est superbe. Bien, Pascal Vaillancourt, c'est triste d'entendre ça, puis on vous souhaite bon courage à toi et à tout le personnel de l'organisme Interligne. Merci beaucoup. On attend que le prochain budget sorte pour confirmer qu'on va peut-être avoir les sous. On va croiser les doigts. C'était Pascal Vaillancourt, directeur général d'Interligne. Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heureciel@outlook.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram @dmchabotauteur. N'oubliez pas de nous écrire aussi pour remporter un T-shirt gracieuseté de lgbtvoyage.ca. Je répète, lgbtvoyage.ca. Envoyez votre nom et numéro de téléphone à heureciel en un seul mot, heureciel@outlook.com. Et le tirage se fera le 13 mars. En deuxième partie, les lois anti-gays, dont ces gays semblent foisonner aux États-Unis. Est-ce que ça risque de nous atteindre? Et on va aussi parler de la carrière fulgurante de Barbada. Tout ça après la pause. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Ah, donc c'est gay. Faut pas en parler, surtout pas aux enfants. Les lois restreignant les discussions sur la diversité sexuelle et de genre dans les écoles publiques foisonnent aux États-Unis. Est-ce que ça risque de se rendre ici? C'est quoi les conséquences de ça? Et puis, on va terminer avec peut-être une histoire un peu moins triste ou un peu moins choquante. On va parler de la fée des étoiles, la conteuse, l'animatrice de télévision, quoi, la grande Barbada nous rend visite. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Les opposants l'appellent la loi « Don't say gay », ne pas dire gay. On dit ça se passe là-bas, pas ici. Or, la loi floridienne qui restreint les discussions dans les écoles publiques sur les sujets LGBTQIA+, a eu un impact ici. Vous vous en rappelez, un livre écrit par l'autrice Élise Gravel sur les questions d'identité de genre pour les enfants a été interdit dans les écoles publiques de Floride. Voilà, c'est un exemple.
Et on voit d'autres États américains, dont l'Ohio et peut-être même le Texas, qui aimeraient suivre l'exemple de la Floride. Et puis, même la majorité républicaine à la Chambre des représentants aimerait en faire autant. Bruno Laprade est responsable des communications chez Égide. Alors, Égide, avec un S, c'est un organisme de défense et de promotion des communautés LGBTQI de la francophonie. Bienvenue pour une deuxième entrevue à cette saison à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, Bruno. Bonjour, bonjour. Alors, je revérifie. Pronom et accord. Bruno. Masculin. Yel, masculin, ça me va. Yel est masculin, c'est vrai. Alors, en passant, juste pour vous dire, parce qu'on parle de francophonie, on estime à 3,5 millions le nombre de francophones aux États-Unis. J'ai fait un peu de recherche. Et à près de 12,5 millions de personnes qui déclarent une origine française, canadienne-française, cajun ou haïtienne, quand même. Alors, Bruno, quelles sont les conséquences de ce genre de loi là, qu'on appelle les lois Don't Say Gay? Quelle sorte de conséquences ça peut avoir pour les personnes de nos communautés là, qui vivent dans ces États-là? Bien, premièrement, évidemment, ça a un impact majeur sur les jeunes. La loi Don't Say Gay vise principalement l'éducation, mais on voit aussi dans plusieurs États des lois apparaître sur l'interdiction pour les jeunes trans d'aller dans les toilettes du sexe de leur genre choisi. On voit également des lois pour empêcher les personnes trans de participer à des ligues de sport. Donc, il y a vraiment une multiplication des attaques notamment sur les personnes trans en priorité, mais également aussi sur les personnes gays, lesbiennes, notamment dans cette idée-là de « faut pas parler aux jeunes d'orientation sexuelle ». La loi est un peu perverse dans Don't Say Gay parce que on interdit jusqu'à un certain âge, puis ensuite on dit qu'on peut en parler, mais de manière appropriée de la façon dont l'État va le dire. Mais pourquoi c'est à l'État de déterminer exactement qu'est-ce qui est approprié ou pas? Et surtout... en fait, les éducateurs, les éducatrices dans les écoles pensent déjà à du matériel approprié pour parler aux jeunes de façon pertinente, en fait, en fonction de leur âge, sur les questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Il y a toutes sortes, justement, de livres, donc le livre dont tu faisais référence, qui permettent d'aborder ces réalités-là. Et donc, non seulement sur les jeunes, c'est problématique pour eux, pour pouvoir découvrir qui ils sont, comprendre leur réalité, mais on pense aux familles LGBT également. Si, par exemple, un jeune ne peut pas parler qu'il y a 2 parents de même sexe à l'école, est-ce que le professeur peut parler de sa vie privée à l'école ou est-ce que ça va être considéré comme parler de sujets délicats aux enfants à un âge non approprié? Donc, ça a des répercussions à la fois sur les enfants, sur les parents, les familles et le personnel enseignant de l'école. Mais oui, et surtout, on se dit, mettons que tu as un enfant qui est peut-être pas à l'aise de parler à ses parents, mais il va en parler à quelqu'un, va peut-être vouloir parler à son prof. Et là, il n'y a plus d'espace bienveillant, plus d'espace sécuritaire pour cet enfant-là. Non, en effet, puis la loi, ce que j'ai cru comprendre, il y a même des dispositions visant à ce que les collègues puissent dénoncer les professeurs, et même si les collègues sont au courant qu'il y a du matériel qui est partagé dans la salle de classe. Dans la salle de classe. Si l'enseignant ne l'a pas dénoncé, donc lui-même pourrait être perçu comme étant coupable par... excusez-moi, j'ai oublié le mot. Coupable par association. Oui, exactement. Et donc, puis si l'école décide de ne pas faire de conséquences, les parents auraient même le droit d'aller poursuivre eux-mêmes l'école, en fait, et les personnes. Donc, il y a toutes sortes de dispositions légales. C'est pas juste on n'en parle pas, c'est on met aussi des dispositifs légaux autour des écoles pour vraiment venir punir tous ceux qui en contreviendraient. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement punitif, d'extrêmement contraignant pour vraiment empêcher toutes les personnes de simplement juste en parler le moindrement. On a l'impression qu'on va recriminaliser l'orientation sexuelle qui n'est pas hétérosexuelle, tout ce qui n'est pas hétéronormatif, ce qui n'est pas non plus une identité de genre acceptable, si vous me permettez, entre guillemets. Et c'est un peu pernicieux, on fait ça par la porte d'en arrière, finalement. Oui, puis c'est tout l'enjeu de la rhétorique anti-trans et anti-genre qu'on voit à travers le monde. On ne peut pas dire « Ah oui, on s'oppose aux gays et aux lesbiennes », mais on peut dire « Ah, mais les enfants, faut protéger les enfants, donc… » on ne peut pas leur en parler tout de suite. Puis là, tout d'un coup, l'âge commence à augmenter. Là, on peut plus. Donc, les gens n'ont plus accès à des ressources. On doit cacher plus loin les écoles.
ça se passe aux États-Unis, mais on l'a vu en Hongrie également aussi. Il y a eu un jugement de la Cour européenne, justement, à l'encontre des règles du pays, contre un livre pour enfants aussi, qu'on devait prendre des dispositions spéciales, le cacher dans les librairies. Donc, on l'a vu en Russie également, qui ont commencé par les enfants, là, ont commencé après ça à vouloir étendre leurs lois pour parler de propagande gay. La Russie, c'est un pays assez particulier. On pourrait faire une émission complète sur ce pays-là, je crois. Oui, puis, comme on dit, on parle de manière pernicieuse, hein, mais les mouvements anti-genre qu'on voit prendre naissance un peu partout sur la planète sont financés des fois par... Il y a eu des études qui montrent comment ils ont été financés à la fois par des groupes religieux des États-Unis, mais aussi des oligarques russes. Mm-hmm. Donc, il y a aussi des liens, même si on pense que les États-Unis voudraient nous faire croire qu'ils sont un pays si ouvert, alors qu'en réalité, il y a des tonnes et des tonnes d'argent qui est envoyé partout dans le monde à faire la promotion de lois répressives. On l'a vu en Ouganda. Et donc, ça se passe jusque sur le territoire américain, finalement, où les républicains ont enfin un peu le pouvoir pour pouvoir trouver des façons de contourner la Cour suprême également. Et c'est un peu des enjeux, là, des contestations qui vont s'en venir. Est-ce que la Cour suprême, présentement, en fait, détenue par les républicains, est-ce que vont garder les protections ou vont faire comme ils ont fait avec l'avortement et ouvert une brèche pour repermettre la discrimination au niveau national? Oui, ça fait peur tout ça. Est-ce qu'on devrait craindre que ce genre de mouvement-là, de loi anti-gay, de loi d'anti-gay, ça coule jusqu'ici, que ça se répande jusqu'ici au Canada? Bien, on a déjà des mouvements anti-genre. On a déjà ce qu'on voit sur la scène internationale. On pourrait aussi penser à ce qui se passe en Écosse avec la démission de la première ministre, justement sur un enjeu de permettre aux enfants trans de changer plus facilement leur marqueur, de vivre dans le corps, le genre choisi. Donc, tout ça est assez pour créer une crise de niveau national sur les enjeux d'identité de genre. On n'est pas très loin des fois ici aussi de ces grands débats-là. En France, il y a aussi des débats. On essaie d'utiliser la question de la liberté d'expression pour censurer les voix des personnes trans, pour essayer de les faire taire puis de dire « Hey, on a besoin de ça pour vivre, nous, de ces lois-là. » Donc, c'est pas très loin, ça se propage internationalement. Et ici, il y a aussi des contestations qui se passent à Ottawa le 8 février. Il y avait une protestation, très petite protestation, contre les histoires du conte des drag queens auprès des enfants. Il y a eu une plus grosse contre-protestation LGBT pour soutenir justement l'heure du conte avec une drag queen. Mais ça se passe déjà ici. On a des gens qui viennent parler d'affirmation pour les jeunes trans, pour les jeunes LGBT et qui reçoivent des menaces qui se font... c'est ça. Donc, il y a toutes sortes de protestations qui se font donc, de la part de la droite aussi. Donc, on n'est pas très loin. Ça pourrait s'en venir aussi. Alors, quelle sorte de mobilisation voyons-nous maintenant du côté des organismes, en fait, des communautés de LGBTQIA+? Bien, c'est sûr que les communautés se mobilisent. Il y a quelque chose dans la manière dont les républicains, les conservateurs amènent les enjeux sur la place publique en justement utilisant le droit des enfants qui est pernicieux parce que ça force les mouvements à répliquer à ces attaques-là alors que ce n'est pas nécessairement ça les enjeux prioritaires pour ces mouvements-là. Hein. Les mouvements trans veulent justement des meilleures reconnaissances, des meilleures protections, le droit d'avoir accès à des médecins, avoir accès à l'hormonothérapie, des choses qui sont plus vitales et là sont pris à devoir parler du sport dans les écoles pour les enfants trans. Donc, c'est important c'est important de parler de ces enjeux-là, mais c'est aussi des enjeux qui sont divisifs au sens où tu as la partie plus neutre des gens, si on peut dire, où les gens qui n'ont pas d'opinion sur les mouvements peuvent facilement se laisser rallier par ces rhétoriques anti-trans, littéralement, de « Ah, mais pourquoi les personnes trans devraient aller dans les toilettes de leur genre choisi? » Puis là, ça crée toutes sortes de débats. Donc aussi en Écosse, encore une fois, c'était sur la question des personnes trans en prison aussi qui a créé un enjeu. Donc, il ne faut pas se laisser... faut faire attention à ces rhétoriques-là, à ces discours, parce que ça vient nuire au mouvement puis aux priorités des mouvements. Donc, il faut se recentrer sur écouter les personnes elles-mêmes, les groupes qui font de la contestation. Il faut aussi aider financièrement
les levées de fonds qui se passent là-bas parce que si on regarde juste au niveau du financement, en fait, là, encore une fois, les groupes religieux américains sont capables de dépenser beaucoup plus d'argent que ce que les mouvements LGBT sont capables d'aller chercher. Ils sont riches, les groupes religieux américains. Oui. Très riches et donc sont capables d'aller faire des think tanks juridiques pour que dès qu'ils voient le contexte se passer, faire comme, tiens, glisser un texte déjà écrit dans quelqu'un d'un parti dans un autre pays. Donc, il y a vraiment ils sont prêts à aller attaquer comme ils peuvent puis à essayer, voir qu'est-ce qui peut passer. Donc, c'est important aussi de voir que contester une loi d'un État, d'un sénateur aux États-Unis, ben ça prend, d'un gouverneur, ça prend de l'argent. C'est pas donné, donc il faut trouver les ressources également pour permettre ces contestations juridiques-là et continuer évidemment de se rallier autour des causes pour défendre la solidarité entre les différentes communautés de nos communautés. J'allais ajouter quelque chose avant qu'on termine l'entrevue, mais il y a quand même tout un groupe médiatique ici qui tapisse régulièrement ces publications de discours anti-trans de la part de ces chroniqueurs, chroniqueuses. Et parfois, je me dis, mon Dieu, il y a des gens qui crèvent de faim, mais on est en train de se chicaner pour savoir quelle porte de toilette que tu vas utiliser ou pas. Wow! OK, je me permettais ça, un petit commentaire. C'est de ma part, c'est pas le tien, mais Bruno, alors. Non, mais ça fait partie de pourquoi ça pourrait arriver jusqu'ici, parce qu'il y a aussi ces discussions-là. Puis il y a un autre chroniqueur qui dernièrement, un autre non-débat dans ma tête pour moi, c'est la question de l'écriture inclusive. De plus en plus, les gens sont comme, ah, mais là, les points, puis là, les débats sur personne avec pénis, personne avec vagin. Mais en fait, c'est un autre exemple de la façon dont on perd de vue le point de vue, la réalité que, en fait, c'est brave les appellations, les personnes qui veulent généraliser les choses. C'est juste un non-débat, comme tu dis. Ouais. C'est Bruno Laprade, responsable des communications chez Égide avec un S. Notes et anecdotes. En mai, le musée de Charlevoix présentera l'exposition Ma réalité LGBTQ+, en région. Et pour ce faire, il lance un concours photo à l'échelle du Québec. Ce concours photo a pour but d'explorer et de mieux comprendre les multiples réalités liées à l'identité de genre et à la diversité sexuelle en région. Il en résultera une exposition photographique représentant de façon réaliste ou artistique la vie des personnes LGBTQ+. Pour participer, il faut envoyer une photo reflétant sa réalité ou celle des gens de son entourage. Un petit texte expliquant le projet sera également demandé. Plus de détails, muséedecharlevoix.qc.ca/LGBTQ. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. On aime beaucoup Barbada à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Barbada, c'est Sébastien Potvin. C'est mon ami dans la vraie vie, mais aussi c'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce qu'il fait beaucoup pour nos communautés. Puis là, j'ai décidé que j'utilisais le pronom « il » et le masculin avec toi. Bof, écoute, il, elle... Je pense que les gens commencent à comprendre aussi qu'il y a un personnage, qu'il y a une personne derrière le personnage, mais que les deux sont quand même reliés. Oui. Mais j'ai devant moi la personne en civil. Je dis ça à un ancien militaire. Exactement ce que je partais pour dire. Moi, jadis, le en civil, ça faisait pas référence aux robes à paillettes et aux talons hauts. Pas du tout. Ben, il faut bien s'amuser un peu. Ah oui. Sébastien, je t'invite parce que c'est la deuxième fois cette saison, à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, mais je trouvais qu'on ne pouvait pas passer à côté de tout ce qui t'arrive. C'est incroyable. On n'a pas eu la chance de le faire avant les fêtes. Puis en plus de ça, parce que tu as fait le défilé du Père Noël, mais là, tu viens d'organiser, les 2 défilés du Carnaval de Québec. Comment c'est arrivé, ça? En fait, j'étais directeur artistique d'un des chars allégoriques. Oui, c'est non ça. Pas du défilé complet, mais d'un des chars allégoriques. On m'a donné le mandat de faire la direction artistique d'un char allégorique dans lequel on voulait des dragues cette année. Donc, on voulait amener les dragues au Carnaval. On voulait aussi amener les dragues... premièrement, il y a une drague qui travaille, ma fille, Gabrielle, qui est une drague de Québec, très connue aussi, qui fait même un peu de radio aussi à Québec, etc. Je la connais, oui. Bon, elle est sur l'organisation elle travaille pour le Carnaval. C'est pas elle qui s'occupe du défilé, mais c'est elle qui travaille pour l'organisation du camping de Bonhomme. Donc, elle a mentionné mon nom parce qu'évidemment, il voulait intégrer des dragues dans le défilé. Puis c'est là que mon nom est arrivé sur les planches et qu'on m'a proposé ça.
Alors, qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'il y avait quand même 2 chars allégoriques. J'imagine que c'était deux spectacles, parce que comme un spectacle, finalement, ces chars. Oui, absolument, c'est un char. Ben, c'est le même défilé 2 fois, par contre. Là, Oui. évidemment, on ne réinvente pas. Ça serait, mon Dieu, immensément de travail. C'est beaucoup. Tu sais, on parle de... Moi, j'ai commencé à travailler là-dessus en septembre. Là. Fait que c'est vraiment quand même. beaucoup de travail avec des réunions à toutes les semaines par rapport à ça. Booker les gens, trouver le concept, évidemment, au départ. Faire la scénographie. C'est tout moi qui s'est occupé de la scénographie du char allégorique pour dire aux ateliers où est-ce que, qu'est-ce qu'on va faire, ou qu'est-ce qui va aller là, il va y avoir un escalier là, il va y avoir des rampes ici, il va y avoir des ponts d'éclairage là, etc., etc. Je voulais telle couleur. C'était vraiment un gros travail, un peu nouveau pour moi, c'est sûr, mais en même temps qui allait rechercher beaucoup de connaissances que j'avais appliqué, pas nécessairement pour un défilé, mais pour des numéros, dans les spectacles où on monte des décors, où on a des costumes, où on a des gens à booker, des specs, etc., etc. Donc, c'était pour moi très, très, je veux dire presque naturel, mais c'est en même temps nouveau aussi. Il y a beaucoup de choses là, que j'avais pas pensé, puis en voyant le résultat fini, qui était extraordinaire, je tiens à le dire, je me suis dit, wow, je trippe, mais il y a des choses que je ferais différemment. Ah, ouais, C'est normal. voilà, le perfectionniste. Oui, quand même un peu, oui, mais j'avoue. écoute, je vais te laisser te décrire un peu qu'est-ce que racontait ce char. En fait, on a voulu recréer un tapis rouge. Donc, on recrée littéralement un tapis rouge. En fait, c'est que je voulais pas non plus que les gens fassent comme les gens qui regardent le défilé se disent, ben là, pourquoi qu'il y a des drag queens, c'est pas le défilé de la fierté? Puis tu sais, bon, tu sais comment ça peut partir en vrai, des fois, Et certains pourtant, commentaires. il y a des duchesses au carnaval. Oui, c'est très vrai, tout à fait. Mais je voulais pas que les gens se disent, mais les drag queens, pourquoi des drag queens? Puis que ce soit une célébration de drag juste pour des drags. Je voulais quelque chose que les gens reconnaissent dans un sens, mais interprété par des drags. Donc, l'idée du tapis rouge, ça, les gens sont familiers avec ça. L'idée des photos, l'idée des chanteurs et des chanteuses qu'on connaît, que les gens connaissent. Alors, comme ça, c'était plus facile, c'était plus adaptable pour la famille, puis les gens comprenaient qu'est-ce qu'ils voyaient, mais c'était interprété par des drags. Ça aurait pu être n'importe qui, là, tu sais, qui fait Céline, qui fait Marie-Mé, qui fait Ginette, c'était les artistes qu'on faisait, qui fait Hubert Lenoir, mais là, c'était des drag queens. D'accord? Et des drag kings. Oui, drag queens, donc des artistes drag. Donc, je me suis dit, comme ça va être plus accessible pour le commun des mortels qui n'a jamais vu de drague. Puis les gens pourront pas dire, ben là, ça n'a pas sa place, les dragues, là, c'est pas le défilé de la fierté. Ça a parfaitement sa place. C'est ce qu'on fait, nous, des spectacles de Céline, de Ginette, de Renaud, de Marie-Mé, de Hubert Lenoir, etc., etc. Ben là, vous l'avez devant vous, mais interprété par des dragues. Bon, je sais que la première fin de semaine, il faisait un froid de canard. Terrible. La fin de semaine après, c'était mieux. Ah, c'était beaucoup mieux, oui. Alors, j'imagine qu'à un moment donné, il y avait du monde, là. Comment ils ont réagi à ça? Les gens, en fait, nous, les commentaires qu'on a eus, c'est que c'était un des chars allégoriques les plus festifs. Puis c'est ça qu'on a voulu. En fait, c'était le mandat qu'on m'avait donné. Il fallait que ça soit festif, fallait que ça soit pailleté, coloré. D'ailleurs, le titre que j'ai donné au char allégorique, c'est « Nos idoles en paillettes ». Donc, notre séquence, ça s'appelait « Nos idoles en paillettes ». Donc, on s'assurait d'avoir de la paillette sur tout le monde, sur le char allégorique aussi, mais sur tous les gens qui faisaient partie du char allégorique aussi. Nos danseurs sur le char étaient habillés comme en espèce de trophée gold, donc tout en veston gold avec des pantalons dorés, vraiment comme des trophées, mais ils interprétaient, ils dansaient aussi, mais ils interprétaient parfois des photographes sur le tapis rouge, parfois des intervieweurs, fait qu'ils ont pris ton rôle de Denis Martin. Donc, alors, bref. Quel drag king me fait? Oui, non, mais c'est ça. Là, on avait des danseurs et des danseuses qui sont habitués de danser avec des dragues aussi. Mais c'est ça, on a combiné tout ça. Puis c'était le but. C'était ça le mandat qu'on m'avait donné, que ça soit festif, que ce soit un peu humoristique aussi, mais évidemment humoristique familial, là, respectueux de l'aspect familial du défilé. Mais c'est pas nouveau pour toi de faire des trucs de drag queen, d'amener l'art de la drague aux enfants. Parce que, il faut le dire aussi, on n'en a pas parlé, pas beaucoup pendant quand c'est arrivé, mais tu as été la fée des étoiles au défilé du Père Noël. C'est quand même pas rien. Oui, absolument. Ben, oui, on dirait que je sais pas si c'est parce que mon automne était très occupé, puis ça a passé comme, tu sais, un contrat parmi plusieurs autres, mais en même temps, je réalise avec un petit peu de recul que, mon Dieu, c'était quand même majeur. Là. Je veux dire, je chaussais les souliers de
de personnes avant moi qui l'ont fait, comme Joanie Rochette, Marie-Mé, Ima, la chanteuse, des actrices, pardon. C'était toutes des personnalités connues que, mon Dieu, je me disais, je pensais pas être, je veux dire, à ce niveau-là, où je pensais pas que je pouvais faire ça. Finalement, tu sais, j'étais rendu là. Alors oui, avec un peu de recul, je réalise que c'est quand même... Puis c'est quand même majeur. T'en as mis plein les yeux. Moi, j'ai vu les photos. J'avoue que je suis pas allé au défilé, là, mais j'ai vu les photos. T'en as mis plein les yeux, là. Ben oui, il fallait. Je voulais pas que... je voulais que les gens comprennent que les drag queens, c'est un personnage, et que là, j'interprète un personnage plus grand que nature, la fée des étoiles, qui, pour bien des gens, sont pas trop au courant non plus du rôle de la fée des étoiles nécessairement. Ils connaissent le Père Noël, bien entendu, Mère Noël, les lutins, mais la fée des étoiles, c'est un petit peu plus nébuleux. Alors, on peut l'interpréter un peu comme on veut. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, si t'arrives avec le Père Noël habillé en cuir et bon, ça s'est déjà vu, là, mais dans d'autres contextes, mais il faut qu'il soit en rouge et en blanc, le Père Noël. Mais la fée des étoiles, elle peut se permettre d'être en bleu, ça peut se permettre d'être en blanc, elle peut se permettre d'avoir un tiara sur la tête, comme elle peut avoir une immense couronne de flocons que j'avais sur la tête. Fait que, tu sais, ça a une belle flexibilité, puis l'art de la drague, c'est ça, c'est l'extravagance, c'est le côté très flamboyant, puis où on peut aller jouer avec l'imaginaire aussi dans les tenues, dans les looks. Alors, dans ma tête, c'est le casting parfait, si tu veux, mon avis, mais bon. Alors, écoute, je vais quand même t'amener sur ce terrain-là, parce que je sais que tu as répondu. Il y a eu des critiques, surtout au niveau de la Fée des Étoiles, mais tu as répondu à tes critiques. Oui, bien sûr. Et, j'ai répondu... faut faire attention, hein, il y a eu des critiques. C'est drôle, hein, parce que les critiques étaient toutes avant. Fait que moi, dans ma tête, à moi, c'est pas une critique. Tu peux pas critiquer un restaurant si t'es pas allé manger. T'es pas une critique culinaire si tu vas pas manger dans le restaurant. Donc, t'es un 4 étoiles. Ou un 5 peut-être. C'est pas des critiques dans ma tête à moi. C'est pas des gens qui basent... Les gens quelqu'un qui serait venu ou qui m'aurait écrit après pour dire « Hey, j'ai vu le défilé, j'ai aimé telle affaire, mais si tu leur fais, pense à telle chose, pense à telle affaire, ou si tu te suggères ça, c'est une critique. » Les autres personnes avant... qui n'ont pas vu le défilé, qui très souvent ne me connaissent pas, qui n'ont pas vu ce que j'amène, ce ne sont pas des critiques. Je pourrais très bien dire, moi je suis un critique culinaire, puis je trouve que ta tarte aux pommes est dégueulasse, mais j'ai jamais goûté à ta tarte aux pommes. C'est pas une critique. Tu comprends? Puis une critique de film qui va pas voir les films n'a aucune crédibilité. C'est exactement ça que je dis. Alors, les gens qui m'écrivaient par la suite, 99% du temps pour me dire c'était extraordinaire, merci beaucoup, on aime ça. Mais il y a quelques rares personnes qui m'écrivaient après pour me dire, pour me donner des suggestions. Ça, c'était des vraies critiques dans ma tête à moi. Puis eux, je me permettais de leur répondre. Mais avant ça, ce que je disais aux gens, je leur disais, venez, le 19 novembre, défilé du Père Noël, début de telle heure, voilà, merci. T'as bien fait. Ben voilà, c'est ce qu'il faut. Puis après ça, je vous écouterai, je serai tout oui pour vous écouter, puis écouter ce que vous avez à dire. Tu fais beaucoup au niveau des familles. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais qu'on aille là. L'importance de travailler ce que tu fais avec l'heure du conte, avec Barbada à la télévision, la Fée des Étoiles, les défilés, t'amènes vraiment... Des conférences aussi, je fais souvent des conférences dans les écoles. T'amènes vraiment quelque chose aux jeunes, qu'on peut parler de peut-être une ouverture à la diversité, quoi. Ben oui, puis je suis content de voir qu'on m'invite de plus en plus justement dans des écoles secondaires où, à l'initiative de l'école, ils ont fait, et des élèves souvent, ils ont soit bâti des comités LGBTQ, pas nécessairement, ou des comités de la diversité. C'est pas nécessairement LGBTQ, c'est juste des comités de la diversité, des diversités, des fois c'est ça qu'ils mentionnent aussi. Puis ils m'invitent pour justement aller parler de diversité, d'ouverture, de différence, etc. Et ils font des semaines des diversités ou de la diversité. Je trouve ça vraiment... Moi, je trouve ça encourageant parce que je me dis, Colin, on fait du chemin, là. C'est le fun, c'est beau. Puis ces jeunes-là qui sont en secondaire peut-être 1, 2, j'en ai fait récemment une conférence en secondaire 1, secondaire 2, ben c'est des adultes de demain, littéralement. Là. Ils sont à quelques années à peine d'un bulletin de vote, là, ces jeunes-là. Fait que c'est le fun de voir que ça progresse rapidement dans le bon sens et que ces jeunes-là vont arriver à l'âge adulte avec une connaissance de leur rôle dans une société encore plus diversifiée, plus multi-toute. Je ne veux pas dire juste multi-ethnique, mais multi-toute, finalement, diversifiée que nous, on a vécu même aussi. Là,
Barbada, Sébastien Potvin. C'est trop court. C'est trop court. On va te réinviter, c'est clair. Merci court. beaucoup d'avoir été là et merci de jouer ce rôle d'ambassadeur, ambassadrice J'apprécie. pour nos communautés. Merci infiniment. Merci, Denis Martin. Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heureciel@outlook.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram @dmchabotauteur. C'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève pour ce lundi 20 février 2023. Merci de votre fidélité à l'émission et au podcast ou aux balados-diffusions. N'hésitez pas d'ailleurs à communiquer avec nous, notamment pour gagner un T-shirt tirage le 13 mars prochain. Heureciel en un seul mot, outlook.com, heureciel@outlook.com. Merci à tous nos invités aujourd'hui. C'est une grosse émission. Sandra Wellesley, présidente de la TOMS, Nelson de Souza, président d'Espace LGBTQ+, Pascal Vaillancourt, directeur général d'Interligne, Bruno Laprade, responsable des communications d'Égide et Barbada, qu'on aime tant. Merci à l'équipe, merci à France Dauphin pour sa recherche et merci Maurice Bolduc pour la mise en onde. C'était une grosse émission aujourd'hui. Et puis Julie Curley pour la musique thème, Gerly Hermelette qui est aux réseaux sociaux de Canal M, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion de Canal M. Et merci aussi à Marjorie Théodore qui est présidente et directrice générale de Vue et Voix à Canal M. Merci de nous faire confiance avec cette émission. Et je m'appelle Denis Martin Chabot puis on se dit à la semaine prochaine.